Quand Thomas Lefèvre s'est levé de sa chaise et a marché vers la porte de cette salle de réunion, au 42e étage de la tour Montparnasse à Paris, il était certain d'avoir ruiné la seule chance de sauver sa famille. Il portait un costume acheté chez Emmaüs pour 15 €, des chaussures empruntées à son frère qui lui faisaient mal aux pieds, et dans sa poche, une photo froissée de sa fille de 7 ans qui avait besoin d'une greffe de moelle osseuse coûtant 200 000 €. L'entretien avait été un désastre. Il s'était figé quand on lui avait demandé ses réalisations professionnelles. Il avait bégayé en parlant de leadership, et quand son téléphone avait sonné avec la sonnerie d'urgence de l'hôpital Necker, il s'était simplement levé et avait dit qu'il devait partir. Les 7 cadres autour de la table l'avaient regardé comme s'il était fou. Personne ne quittait un entretien avec Claire Beaumont, la PDG la plus puissante de France, la femme qui avait transformé une petite entreprise familiale en un empire technologique de 4 milliards d'euros. Personne, sauf Thomas Lefèvre. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il allait découvrir dans les minutes suivantes, c'est que Claire Beaumont avait vu quelque chose en lui qu'aucun de ses directeurs n'avait remarqué. Et elle était sur le point de courir après lui. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. L'histoire de Thomas Lefèvre n'a pas commencé dans cette salle de réunion parisienne, mais 3 ans plus tôt, dans un petit garage automobile de Montreuil où il travaillait depuis ses 18 ans. Thomas avait été le meilleur mécanicien de la banlieue Est, un homme capable de diagnostiquer le problème d'un moteur rien qu'en l'écoutant, qui avait des mains magiques pour réparer ce que les autres donnaient pour mort. À 33 ans, il avait son propre garage, une clientèle fidèle qui venait de tout le 93, et une vie qui, bien que modeste, était heureuse. Puis, Marie était arrivée. Il l'avait rencontrée quand elle avait amené sa vieille Renault Clio au garage, une voiture que n'importe quel autre mécanicien aurait envoyée à la casse. Thomas avait passé 3 semaines à la reconstruire pièce par pièce, et pendant ce temps, il était tombé amoureux de cette institutrice qui souriait comme si le monde n'avait pas de problème. Il s'était marié 8 mois plus tard, dans la mairie du 20e arrondissement, avec un couscous pour 60 invités, dans la salle des fêtes du quartier. Emma était née 1 an après, une petite fille avec les yeux bleus de sa mère et la détermination de son père. Thomas avait pensé que sa vie était complète. Il avait un travail qu'il aimait, une femme qu'il adorait, et une fille qui était le centre de son univers. Mais la vie a des façons cruelles de nous rappeler que le bonheur est emprunté. Le diagnostic était tombé quand Emma avait 5 ans. Une leucémie lymphoblastique aiguë. Les médecins avaient parlé de chimiothérapie, de rémission possible, d'espoir. Pendant 2 ans, Thomas et Marie avaient lutté aux côtés de leur fille. Les séances à l'hôpital Necker, les nuits blanches, les moments où Emma souriait malgré tout, et où il se disait que peut-être, tout irait bien. Puis, la rechute était venue, plus agressive. Les médecins avaient dit qu'il fallait une greffe de moelle osseuse. Un donneur compatible avait été trouvé en Allemagne. Le coût total de l'opération et du suivi, 200 000 € que la sécurité sociale ne couvrait pas entièrement. Thomas avait vendu le garage, vendu la voiture, vendu tout ce qui avait de la valeur dans leur appartement de Montreuil. Il avait réuni 120 000 €, mais ce n'était pas assez. Pendant ce temps, Marie s'enfonçait dans une dépression que les médecins ne parvenaient pas à traiter. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre, incapable de s'occuper d'Emma, incapable de se lever du lit. Un matin de janvier, Thomas s'était réveillé et avait trouvé un mot sur la table de la cuisine. Marie était partie. Elle n'en pouvait plus, disait-elle. Elle n'était pas assez forte. Elle lui demandait pardon, mais elle ne pouvait pas rester à regarder sa fille mourir. Thomas avait lu ce mot 3 fois. Puis, il l'avait rangé dans un tiroir, avait réveillé Emma, lui avait préparé le petit déjeuner, et l'avait accompagnée à l'hôpital pour sa séance de chimio comme si rien ne s'était passé, parce que c'est ce que font les pères. Ils continuent d'avancer même quand le monde s'effondre autour d'eux. Les mois suivants avaient été les plus durs de sa vie. Il travaillait le jour comme livreur pour Amazon, la nuit comme agent de sécurité dans un centre commercial de la Défense.
Il dormait 4 heures quand il pouvait, mangeait ce qui restait dans l'assiette de sa fille. Chaque euro qu'il gagnait allait sur un compte d'épargne, qui grandissait trop lentement pendant que la santé d'Emma déclinait trop vite. C'était son frère Nicolas qui lui avait parlé du poste chez Beaumont Technologies. Directeur des opérations logistiques, un salaire qui en 2 ans lui permettrait de payer l'opération. Nicolas travaillait comme agent d'entretien dans l'immeuble où se trouvait le siège de l'entreprise. Et il avait entendu dire qu'il cherchait quelqu'un avec de l'expérience en gestion. Thomas avait presque ri quand il l'avait entendu. Lui, un mécanicien de Montreuil avec un CAP en poche, pas de diplôme universitaire, pas d'expérience en entreprise, et rien à offrir à une société qui faisait 4 milliards de chiffre d'affaires. Mais Nicolas avait insisté. Il lui avait dit qu'il avait réussi à glisser son nom sur la liste des candidats, qu'il avait un entretien le lundi à 10 heures. Thomas avait passé le week-end à se préparer. Il avait lu tout ce qu'il pouvait sur l'entreprise, sur la logistique, sur la gestion. Il avait pratiqué des réponses devant le miroir de la salle de bain pendant qu'Emma dormait à l'hôpital. Il avait acheté ce costume chez Emmaüs, le seul qu'il avait trouvé à sa taille, pour moins de 20 euros. Le lundi matin, il avait laissé Emma avec sa mère à lui, la grand-mère venue de Lyon pour aider, et avait pris le métro vers le centre de Paris. Tandis que la rame brinque-ballait entre les stations, Thomas regardait son reflet dans la vitre sombre et se demandait ce qu'il faisait là. Un mécano de banlieue, dans un entretien avec la femme la plus puissante de France. C'était comme une blague que personne ne trouverait drôle. Il ne savait pas que ce jour-là, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Claire Beaumont avait construit son empire depuis zéro, du moins c'est ce que disaient les magazines économiques. Son père avait fondé une petite entreprise de logiciels à Lyon, dans les années 90. Quand il était mort d'une crise cardiaque, à 54 ans, Claire avait 27 ans et un MBA de HEC en poche. 15 ans plus tard, Beaumont Technologies était leader européen en solutions d'intelligence artificielle. Ils avaient des bureaux dans 15 pays, 5000 employés et des contrats avec des gouvernements du monde entier. Claire figurait dans la liste Forbes des femmes les plus puissantes depuis 8 ans. Ce que les magazines ne racontaient pas, c'était le prix qu'elle avait payé. Un mariage qui avait duré 4 ans. Une relation distante avec son fils de 14 ans, une solitude profonde qu'aucune réussite professionnelle ne parvenait à combler. Ce matin de lundi, Claire était assise en bout de table dans la salle de réunion, écoutant les candidats pour le poste de directeur des opérations logistiques. C'était un poste important, le 4e qu'ils essayaient de pourvoir en 1 an. Les 3 précédents directeurs avaient tenu moins de 6 mois. Les candidats de la matinée étaient les mêmes qu'elle voyait toujours. Des cadres avec des CV impeccables, des costumes à 3000 euros et des réponses répétées qui sonnaient comme si elles venaient du même manuel. Ils parlaient de synergie, d'optimisation, de leadership transformationnel. Ils disaient exactement ce qu'ils pensaient qu'elle voulait entendre, sans une once d'authenticité. Claire était sur le point de mettre fin à la journée quand son assistante lui avait passé le dernier CV. Thomas Lefebvre, 36 ans, CAP mécanique automobile, expérience, propriétaire d'un garage pendant 10 ans, livreur, agent de sécurité. Aucune expérience en entreprise, aucun diplôme universitaire. Claire avait regardé son directeur des ressources humaines avec un sourcil levé. L'homme avait haussé les épaules nerveusement et marmonné quelque chose sur la diversité des profils. Claire avait soupiré, mais avait décidé de continuer. Elle avait appris depuis longtemps que les CV ne racontaient pas toute l'histoire. Quand Thomas Lefebvre était entré dans la salle, Claire l'avait su immédiatement. Cet homme n'appartenait pas à ce monde. Son costume était clairement de seconde main. Ses chaussures étaient usées. Et il marchait avec la raideur de quelqu'un qui ne sait pas où mettre ses mains. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une détermination féroce mélangée à une vulnérabilité qu'elle n'avait vue chez aucun autre candidat. L'entretien avait mal commencé et avait empiré. Thomas bégayait en répondant, se perdait dans des explications techniques sur les moteurs que personne n'avait demandé.
et quand on lui avait demandé de décrire son style de leadership, il était resté muet pendant presque 30 secondes. Puis le téléphone de Thomas avait sonné. La sonnerie était différente, plus urgente. Claire avait vu la couleur disparaître du visage de cet homme tandis qu'il regardait l'écran. Elle avait vu ses mains trembler quand il avait rejeté l'appel. Elle l'avait vu essayer de continuer à répondre à la question suivante tandis que le téléphone sonnait à nouveau. Au troisième appel, Thomas s'était levé de sa chaise. Il avait regardé Claire droit dans les yeux, quelque chose qu'aucun autre candidat n'avait fait de toute la matinée, et avait prononcé 3 mots qui avaient tout changé. « Je dois partir ». Il n'avait pas présenté d'excuses. Il n'avait pas donné d'explication. Il s'était simplement retourné et avait marché vers la porte, laissant derrière lui son dossier avec son CV et 7 cadres qui le regardaient comme s'il avait perdu la tête. Claire Beaumont ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait tourné le dos. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait choisi quelque chose au-dessus d'une opportunité de travailler avec elle. Et elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ressenti autant de curiosité pour un autre être humain. Elle s'était levée de sa chaise avant de se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle avait ignoré les regards surpris de ses directeurs. Et elle avait couru après Thomas Lefebvre. Claire l'avait rattrapé dans le couloir, juste au moment où les portes de l'ascenseur se fermaient. Elle avait glissé sa main entre les panneaux métalliques, et les portes s'étaient rouvertes. Thomas l'avait regardée avec un mélange de confusion et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il avait le téléphone collé à l'oreille et parlait à voix basse, rapide, avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Claire avait entendu des mots épars, hôpital, stable, analyse, ne bouge pas. Quand il avait raccroché, Thomas l'avait regardé comme s'il venait de se rappeler où il était et qui était la femme devant lui. Claire n'avait rien dit. Elle s'était contentée d'entrer dans l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton du parking. Thomas avait ouvert la bouche pour protester, mais elle l'avait coupé d'un geste de la main. Le trajet en ascenseur avait duré 42 étages de silence. Pendant le trajet vers l'hôpital, Thomas avait parlé. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que Claire lui avait posé des questions que personne ne lui avait posées depuis longtemps. Des questions qui allaient au-delà du CV, au-delà des compétences professionnelles. Elle lui avait demandé pour Emma, pour sa maladie, pour le coût de la greffe, pour les mois de lutte pour réunir l'argent. Elle lui avait demandé pour Marie, pour le mot sur la table de la cuisine, pour les nuits que Thomas avait passées à pleurer dans la salle de bain pour que sa fille ne l'entende pas. Elle lui avait demandé pour le garage, pour les clients qu'il avait traités comme une famille, pour la décision de tout vendre pour essayer de sauver sa fille. Thomas ne comprenait pas pourquoi il racontait tout cela à une inconnue. Peut-être était-ce l'épuisement d'années sans bien dormir. Peut-être était-ce le soulagement de parler enfin à quelqu'un qui ne le regardait pas avec pitié. Peut-être était-ce simplement que Claire Beaumont, malgré tout son pouvoir et son argent, l'écoutait comme si ce qu'il disait comptait vraiment. Quand ils étaient arrivés à l'hôpital Necker, Thomas avait sauté de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. Claire l'avait vu courir vers l'entrée des urgences et disparaître derrière les portes automatiques. Elle était restée assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, pensant à tout ce qu'elle avait entendu. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pensant à cet homme qui avait tout sacrifié pour sa fille, pensant à l'ironie qu'elle, qui avait assez d'argent pour acheter un hôpital entier, n'avait pas été capable de sauver son propre mariage, ni de construire une vraie relation avec son fils. Puis, elle avait pris une décision qui surprendrait tous ceux qui la connaissaient. 3 jours après cet entretien raté, Thomas avait reçu un appel du service financier de l'hôpital Necker. La dette de 80 000 € pour le traitement d'Emma avait été soldée. La greffe était programmée pour la semaine suivante, avec le meilleur spécialiste de France, un médecin qui avait normalement une liste d'attente de 18 mois. Thomas avait pensé qu'il y avait une erreur. Il avait appelé l'hôpital une dizaine de fois, parlé à des superviseurs, à des administrateurs. Tous lui disaient la même chose. Un don anonyme avait couvert tous les frais. Il n'était pas difficile de deviner qui était derrière. Trouver le contact de Claire Beaumont avait été plus compliqué. Son frère Nicolas n'avait pas son numéro direct.
seulement celui du standard de l'entreprise, où une réceptionniste très aimable lui avait expliqué que Madame Beaumont n'acceptait pas les appels de personnes qui n'étaient pas dans son agenda. Alors Thomas avait fait la seule chose qui lui était venue à l'esprit. Il était allé à la tour Montparnasse, s'était planté dans le hall d'accueil et avait dit qu'il ne bougerait pas de là jusqu'à ce qu'il puisse lui parler. Il avait attendu 8 heures. Les agents de sécurité le regardaient avec suspicion. La réceptionniste avait appelé plusieurs fois quelqu'un, mais Thomas n'avait pas bougé. À 20 heures, quand l'immeuble était presque vide, l'ascenseur privé s'était ouvert et Claire Beaumont était sortie. Elle portait le même type de vêtements chers que lors de l'entretien. Mais son expression était différente, plus fatiguée, plus humaine. Elle s'était approchée de Thomas et s'était assise à côté de lui sur le canapé, ignorant les regards du personnel de sécurité. Thomas ne savait pas comment commencer. Alors il avait dit la seule chose qui lui était venue du cœur. Il l'avait remercié. Pas pour l'argent, même si ça aussi. Il l'avait remercié d'avoir couru après lui ce jour-là, de l'avoir écouté, de l'avoir traité comme une personne et non comme un numéro sur une liste de candidats. Claire l'avait écouté en silence. Puis, elle lui avait posé une question qu'il n'attendait pas. Elle lui avait demandé s'il voulait toujours le travail. Thomas ne comprenait pas. Il avait abandonné l'entretien, il avait montré qu'il n'était pas qualifié, mais Claire voyait les choses différemment. Elle lui avait expliqué qu'elle passait 15 ans à embaucher des gens avec des CV parfaits et des résultats médiocres. Des gens qui disaient ce qu'il fallait, mais ne ressentaient rien. Des gens qui optimisaient des processus, mais ne comprenaient pas les personnes qui les exécutaient. Ce qu'elle avait vu en Thomas était différent. Elle avait vu un homme qui se levait chaque jour et continuait à se battre, même si le monde lui avait donné toutes les raisons d'abandonner. Elle avait vu quelqu'un qui priorisait l'important sur l'urgent. Elle avait vu de l'authenticité dans un monde de masques. C'était exactement ce dont elle avait besoin dans son entreprise. La greffe fut un succès. Le médecin dit qu'Emma se remettrait complètement, qu'elle pourrait avoir une vie normale. Thomas pleura pour la première fois depuis que Marie était partie, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Une semaine plus tard, il commença à travailler chez Beaumont Technology. Les premiers mois furent les plus difficiles de la vie professionnelle de Thomas. Il ne connaissait pas le langage de l'entreprise, ne comprenait pas les politiques internes, ne savait pas comment se comporter dans des réunions où tout le monde semblait parler en code. Ses collègues le regardaient avec curiosité et scepticisme. Le mécano de Montreuil, qui avait obtenu le poste parce que la patronne avait perdu la tête. Mais Thomas avait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait. Il savait comment les choses fonctionnaient dans le monde réel. Quand les ingénieurs concevaient des systèmes logistiques parfaits en théorie, mais impossibles en pratique, Thomas posait des questions que personne ne s'était donné la peine de poser. Quand les fournisseurs promettaient des délais qu'ils n'allaient jamais tenir, Thomas le savait parce qu'il reconnaissait les mêmes excuses qu'il donnait quand son garage était en retard. Quand les employés de l'entrepôt se plaignaient de conditions que la direction ignorait, Thomas les écoutait parce qu'il avait été l'un d'eux. En 6 mois, le département logistique de Beaumont Technology avait réduit les délais de livraison de 30%. Les coûts de transport avaient baissé de 20%. Et la satisfaction des employés avait augmenté de 25 points. Claire observait tout cela de loin, satisfaite. Elle avait parié sur Thomas parce qu'elle avait vu en lui quelque chose que les diplômes ne pouvaient pas mesurer. Mais la relation entre eux était compliquée. Thomas refusait de la traiter différemment sous prétexte qu'elle avait payé l'opération de sa fille. Il contestait ses décisions quand il n'était pas d'accord. Une fois, il lui avait même dit qu'elle avait tort devant tout le comité de direction. Claire n'était pas habituée à ce que quelqu'un la contredise. Thomas était différent. Il n'avait pas peur d'elle. Et cela, même si ça l'irritait, la fascinait aussi. L'amitié était venue peu à peu. Un café après une réunion tendue, une conversation sur leurs enfants en attendant un vol retardé à Roissy. Un dîner dans un restaurant de quartier que Thomas avait choisi, loin des endroits chics où Claire avait l'habitude de manger. Emma avait rencontré Claire quand Thomas avait dû l'amener au bureau.
La petite fille de 8 ans avait regardé la femme la plus puissante de France et lui avait demandé si elle voulait voir ses dessins. Claire avait passé 1 heure assise par terre, regardant des dessins de licornes et de châteaux. C'était la meilleure heure qu'elle avait passée depuis des mois. Ce soir-là, quand elle était rentrée dans son appartement vide du 16e arrondissement, Claire s'était rendue compte de quelque chose qu'elle évitait d'admettre depuis des années. Tout l'argent, tout le pouvoir, toutes les réussites professionnelles ne signifiaient rien si on n'avait personne avec qui les partager. Et peut-être, juste peut-être, un mécanicien de Montreuil lui apprenait des choses qu'aucun MBA ne pouvait enseigner. 3 ans après cet entretien raté, Thomas Lefebvre était dans la même salle de réunion au 42e étage de la tour Montparnasse. Mais cette fois, il ne portait pas un costume d'occasion. Cette fois, il était assis à la droite de Claire Beaumont, comme directeur général des opérations, le 2e poste le plus important de l'entreprise. Emma avait 10 ans et était en parfaite santé. La cicatrice sur son bras où on avait posé le cathéter avait presque disparu. Elle allait dans une école près de l'appartement que Thomas avait acheté dans le 11e arrondissement. Un appartement lumineux avec une chambre pour elle décorée de licornes. Elle venait voir son père au bureau 1 fois par mois, et tous les employés la connaissaient parce que Claire insistait pour que les enfants soient les bienvenus dans l'immeuble. Marie avait repris contact 1 an plus tôt, une longue lettre pleine d'excuses que Thomas avait lue 1 fois et rangée dans un tiroir. Il ne ressentait pas de rancœur envers elle, mais il ne voulait pas non plus qu'elle revienne dans sa vie. Claire aussi avait changé. Elle passait moins de temps au bureau et plus avec son fils. Elle avait vendu le yacht qu'elle n'utilisait jamais et avait acheté une maison de campagne en Normandie où elle passait les week-ends. L'amitié entre Thomas et Claire était devenue quelque chose qu'aucun des deux ne savait comment définir. Ce n'était pas de l'amour romantique, même si les tabloïds spéculaient constamment sur leur relation. C'était quelque chose de plus profond, de plus rare. 2 personnes qui s'étaient trouvées au moment exact où toutes 2 avaient besoin de quelqu'un pour leur rappeler qui elles étaient vraiment, au-delà des titres et des apparences. Ce soir-là, après une longue réunion, Claire avait demandé à Thomas de rester un moment. Elle avait sorti une enveloppe du tiroir de la table. C'était une offre de participation dans l'entreprise. 5% de Beaumont Technologies, évaluée à 200 millions d'euros. Thomas l'avait regardé sans pouvoir parler. Claire lui avait expliqué qu'elle pensait à l'avenir, à qui dirigerait l'entreprise quand elle ne serait plus là. Et chaque fois qu'elle pensait à ces questions, la réponse était la même. Thomas avait regardé le document pendant un long moment, puis il avait dit qu'il ne pouvait pas l'accepter. Pas parce qu'il n'en voulait pas, mais parce qu'accepter ce cadeau changerait quelque chose entre eux qu'il ne voulait pas voir changer. Elle était sa patronne, oui, mais elle était aussi son amie. La personne qui avait couru après lui quand tous les autres l'auraient laissé partir. Cela, avait dit Thomas, valait plus que n'importe quel pourcentage de n'importe quelle entreprise. Claire avait souri. C'était la réponse qu'elle attendait. Ils étaient allés dîner dans le même petit restaurant de Belleville, où ils avaient mangé pour la première fois, un endroit où on servait du couscous maison et où le thé à la menthe était servi dans des verres dorés. Ils s'étaient assis à la même table, près de la fenêtre, et ils avaient parlé du travail, de leurs enfants, des erreurs qu'ils avaient commises, des rêves qu'il leur restait à réaliser. Ils avaient parlé comme parlent les gens qui ont trouvé quelque chose de rare dans le monde. Quelqu'un qui les connaît vraiment et les aime quand même. Quand ils étaient sortis du restaurant, il faisait nuit. Les rues de Paris brillaient avec les lumières des cafés et des voitures. Thomas avait regardé le ciel, cherchant des étoiles que la pollution lumineuse ne laissait pas voir. Il avait pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce matin où il était entré dans la tour Montparnasse avec un costume d'Emmaüs et le cœur plein de peur. Il avait pensé à comment le pire entretien de sa vie était devenu le plus beau cadeau qu'on lui avait jamais fait, et il avait su que les choses les plus importantes de la vie n'apparaissent jamais sur les CV. Elles ne se mesurent pas en diplôme, ni en compte en banque. Elles se mesurent aux personnes qui choisissent de rester quand tous les autres s'en vont. Claire avait couru après lui ce jour-là, et en le faisant, elle avait changé 2 vies pour toujours.
Parce que parfois, juste parfois, les miracles arrivent déguisés en échecs. Et la personne qui te sauve est la dernière que tu t'attendais à rencontrer. Si cette histoire t'a rappelé que les secondes chances existent et que parfois les portes qui se ferment nous mènent vers des chemins meilleurs que ceux que nous avions imaginés, laisse une trace de ton passage avec un cœur. Et si tu veux soutenir ceux qui racontent des histoires d'espoir et de rédemption, tu peux le faire avec un merci du cœur grâce à la fonction « Super merci » juste en dessous. Chaque geste compte, comme a compté la décision d'une PDG de courir après un père désespéré.